Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau projet que j'ai intitulé Curiosité morbide. Alors l'objectif de ce projet, c'est de vous faire partager les cas les plus étranges, les plus bizarres et parfois les plus effrayants que j'ai pu rencontrer. Alors si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire ce qui ne vous a pas plu, pour que je puisse m'améliorer pour la prochaine vidéo. En tout cas, pour cette première vidéo, nous allons nous plonger dans la tragique histoire de l'accident de criticité de Tokaimura. Avant que je commence, je préfère vous le dire, le thème est assez sensible. On y parle de blessures physiques, de blessures morales aussi. Je vais flouter bien sûr la plupart des photos. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller les trouver sur internet, mais vous en prenez l'entière responsabilité. Je vous emmène aujourd'hui de l'autre côté du monde, au Japon, dans la ville de Tokaimura qui est située dans la préfecture d'Ibaraki. C'est ici que se trouve la centrale nucléaire de Tokai qui est exploitée depuis 1966 par la JCO, qui est la compagnie japonaise de l'énergie atomique. On est au matin du 30 septembre 1999 et 3 employés de la centrale se présentent à leur poste comme tous les jours. Il y a Yokokawa Yutaka, Shinohara Masato et Ouchi Hisashi. Ce jour-là, la direction les affecte à la chaîne de production d'un combustible particulier qui nécessite d'enrichir de l'uranium. Alors le processus de fabrication est simple. On prend du nitrate d'uranyle qui est déposé dans un réservoir appelé le réservoir tampon. Ensuite, il est très progressivement versé dans un réservoir de précipitation où se trouve l'uranium sous forme gazeuse. Quand le nitrate entre en contact avec le gaz, il se condense et devient de l'oxyde d'uranium qui peut être ensuite utilisé sous forme solide. Le réservoir de précipitation est conçu pour recevoir au maximum une masse de 2,4 kg d'uranium, et ceci pour éviter une réaction en chaîne incontrôlable. Autrement dit, la production du combustible prend en principe plusieurs heures et voire plusieurs jours pour éviter tout accident. Ce jour-là, les dirigeants de la JCO devaient livrer le produit fini dans les plus brefs délais et ils n'avaient aucune envie de perdre leur temps avec des procédures de sécurité encombrantes. Ils ont donc donné pour instruction aux 3 ouvriers d'accélérer la manœuvre en versant directement les seaux de nitrate sur le réservoir de précipitation et donc sur l'uranium. Et comme c'était des ouvriers qui n'avaient aucune connaissance en physique nucléaire, ils n'ont évidemment rien trouvé d'à redire. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils auraient dû se méfier? C'est compréhensible. Quand vous allez au travail, le matin, vous ne vous attendez pas à ce que votre employeur vous envoie droit à la mort. Les 3 hommes commencent donc à verser les seaux de nitrate les uns après les autres dans la cuve. À ce moment, on a Shinohara qui se trouve au-dessus du réservoir sur une plateforme, Ouchi qui est en bas et qui lui passe les seaux, le torse appuyé contre le réservoir, et Yokokawa qui est assis à un bureau à 4 mètres de là derrière une petite cloison. À 10h35 précisément, les 3 ouvriers vont être aveuglés par un flash de lumière bleue et une sirène d'alarme qui se met à hurler dans l'atelier. Ils comprennent vite que quelque chose de grave vient de se produire et ils courent vers les douches de décontamination où Ouchi et Shinohara sont pris de douleurs et de vomissements. Ouchi va même perdre connaissance au bout de quelques minutes. Ils sont emmenés d'urgence à l'hôpital et là-bas le personnel observe que leur peau est très rouge comme brûlée par un coup de soleil. Leurs mains et leurs visages sont gonflés et ils respirent difficilement. Les médecins reconnaissent vite les signes d'un syndrome d'irradiation aiguë et placent les malades en isolement. Une infirmière se rappelle comment Ouchi a demandé s'il risquait de développer un cancer parce qu'il avait entendu que c'était ce qui arrivait quand on a été irradié. C'est une question qui peut paraître bien naïve aujourd'hui et qui prouve surtout à quel point il ignorait les risques de son métier. On peut dire qu'à ce moment-là, il a seulement 35 ans, il n'a pas connu l'explosion des bombes atomiques dans son pays en 1945 et de toutes les horreurs qui en ont suivi. Il sait tout simplement pas ce qu'il attend. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement sur la chaîne de production? Plus les ouvriers versaient leur seau de nitrate d'uranyle, plus la quantité d'uranium dans le réservoir augmentait, jusqu'à atteindre 16 kg, soit 7 fois la limite de sécurité. Le réservoir a atteint ce qu'on appelle une masse critique, c'est-à-dire la masse à partir de laquelle l'uranium va démarrer une réaction de fission en chaîne. Pour l'expliquer simplement, une réaction de fission se produit quand un atome absorbe un neutron et se divise en 2 nouveaux atomes qui vont relâcher une plus grande quantité de neutrons. Ces nouveaux neutrons vont à leur tour provoquer la fission de nouveaux atomes et ainsi de suite. Et à chaque nouvelle réaction, la fission libère une énergie nucléaire importante.
Le flash bleu qu'ont vu les ouvriers, c'était précisément l'onde de choc qui est provoquée par cette réaction incontrôlable. Je vous en montre ici un exemple en vidéo de cet effet, qu'on appelle aussi l'effet Tcherenkov dans un réacteur. Donc ici, c'est dans un environnement maîtrisé. Les trois hommes vont tous être gravement irradiés par cette réaction, chacun à des degrés divers. Yokogawa, qui était le plus éloigné, a reçu 3000 millisieverts. Shinohara, qui était au-dessus du réservoir, a reçu 10 000 millisieverts, et enfin Ouchi, qui était appuyé contre, a reçu lui 17 000 millisieverts. À titre de comparaison, une dose de 8 000 millisieverts, c'est considéré comme mortel. Dans les premiers temps, lorsque Ouchi est pris en charge à l'hôpital, son état semble plutôt satisfaisant. C'est vrai qu'il perd ses cheveux par poignée et qu'il a pris un sacré coup de vieux, mais en fin de compte, il est quand même actif, lucide, conscient et plutôt énergique. Sa famille vient le voir tous les jours et essaie d'être optimiste. Mais les médecins ne partagent pas vraiment cet optimisme. Il faut dire que les résultats des analyses de sang d'Ouchi viennent de tomber et les dégâts sont difficiles à croire. Les radiations ont vraiment ravagé son corps à un niveau cellulaire. Voici à quoi ressemble le noyau d'une cellule saine avec ses 46 chromosomes.
Et maintenant, voici à quoi ressemble le noyau d'une cellule d'Ouchi. C'est dans ces chromosomes que se trouve l'ADN, c'est-à-dire en quelque sorte le plan de production des nouvelles cellules que notre corps utilise pour régénérer toutes celles qui meurent à chaque instant. Autrement dit, sans ce plan, le corps d'Ouchi ne pouvait tout simplement plus produire de nouvelles cellules. Il ne pouvait plus se reconstruire et guérir de ses blessures. Malgré cette perspective sinistre, les médecins vont quand même tout tenter pour sauver leurs patients. C'est comme ça qu'ils vont réaliser la première greffe de cellules souches au monde sur un être humain, en prélevant de la moelle osseuse de la sœur d'Ouchi. Ils espèrent que ces cellules saines pourront se multiplier et générer de nouvelles cellules dans son corps. On voit ici à l'écran une nouvelle analyse du sang d'Ouchi environ une semaine après la greffe. Les 2 petits points roses que vous voyez en haut sont les cellules de sa sœur qui ont réussi à s'intégrer. Malheureusement, elles vont survivre que quelques jours puisqu'elles vont très rapidement être corrompues et finalement détruites par les radiations. Plus le temps passe et plus la santé de celui qu'on appelle dorénavant l'irradié de Tokaimura se dégrade. Sa peau commence à se déchirer comme du papier à cigarette, sa graisse corporelle fond par gros paquets, et tout son système digestif se décompose sous les yeux impuissants du personnel de l'hôpital. Sur cette coloscopie, on peut voir les dégâts causés sur les intestins. Cette matière blanchâtre et poudreuse, c'est de la muqueuse morte qui s'est détachée des intestins. Sans elle, l'organisme ne peut plus absorber ni retenir aucun nutriment ou liquide. Il va alors commencer à perdre près de 20 litres de fluide corporel par jour. De l'eau, de la graisse, du sang, des matières organiques qu'il faut remplacer par des dizaines de perfusions et de transfusions sanguines. Pour essayer d'arrêter l'hémorragie, les chirurgiens tenteront plusieurs greffes de peau, mais les greffons n'ont plus rien à quoi s'accrocher et ils finissent tous par se désagréger. Ce sont finalement ses poumons qui commencent à lâcher et il est placé sous assistance respiratoire. Ainsi intubé, il ne peut plus parler mais continue à s'exprimer encore un petit peu par écrit. Et pour remuer le couteau dans la plaie, sa famille ne peut même plus l'approcher. Il faut dire que son taux de globules blancs est tombé quasiment à 0. Il n'a plus de système immunitaire et il a été placé dans une chambre stérile pour sa propre survie. Ses organes vitaux cessent de fonctionner les uns après les autres et doivent être supportés par des machines. Le 27 novembre 1999, il est victime d'une crise cardiaque, mais les médecins le réaniment. À ce moment, on peut commencer à se demander pourquoi les médecins s'acharnent alors que c'est évident qu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi sans cesse le réanimer quand son cœur s'arrête alors qu'il est dans une douleur qui est difficile à imaginer? Il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur les véritables intentions de l'équipe médicale. Et s'ils avaient maintenu Ouchi en vie pour étudier les effets de radiation sur un être humain? Après tout, les irradiés de 1945 sont morts depuis longtemps et à l'époque on était loin d'avoir toute la technologie disponible en 1999. Et maintenant qu'ils ont sous la main un homme qui a reçu plus de rayons gamma que n'importe qui sur Terre, pourquoi ne pas en profiter pour le soumettre à quelques petites expériences? Eh bien non. Désolé pour les partisans de la théorie du complot, mais le monde n'est pas aussi cynique que ça. L'équipe qui a traité Ouchi a vraiment déployé toutes leurs ressources et toute leur énergie pour le sauver et améliorer son sort. Des années plus tard, certaines des infirmières en poste à l'époque avoueront être encore profondément choquées devant les souffrances terribles d'Ouchi. Et la véritable raison pour laquelle ils continuent à s'acharner à ce point, c'est parce que la loi les y obligeait. À l'époque au Japon, il fallait que le patient signe une décharge ne pas ressusciter pour que les médecins ne le réanime pas. Sinon, c'était considéré comme un refus de soins et donc un meurtre. Et ici, la situation est d'autant plus complexe qu'Ouchi n'est plus en état de signer quoi que ce soit puisqu'il est dans le coma depuis plusieurs jours. Donc c'est sa femme qui doit prendre cette décision, et pour elle, c'est tout simplement hors de question. Maekawa Kazuhiko, le chef de l'équipe médicale, va passer des heures à la convaincre d'accepter de signer. En lui expliquant qu'il n'y avait plus d'espoir, en lui montrant de près l'étendue des plaies de son mari, avant que la mort dans l'âme elle accepte que tout ce qu'on pouvait faire pour lui désormais, c'était le libérer de ses souffrances. Elle signe l'ordre de ne pas ressusciter le 21 décembre 1999. Le lendemain matin, Ouchi Hisashi subit une nouvelle crise cardiaque. Il s'éteint alors, enfin en paix après 83 jours d'agonie. La nouvelle de sa mort fera le tour du monde et provoquera une onde de choc à travers le Japon. Et il y a de quoi puisqu'il est le premier civil à mourir d'un syndrome d'irradiation aiguë depuis 1945.
Il a ainsi réveillé malgré lui les fantômes de la guerre, des Hibakusha qui est le nom qu'on a donné là-bas aux victimes des bombes nucléaires, et surtout aux années de souffrance qu'a connu le pays après une destruction de cette ampleur. Au final, l'accident de criticité de Tokaimura aura fait de nombreuses victimes. Tout d'abord, il y a eu les 2 ouvriers morts, Hoshi Hisashi lui-même et son collègue Shinohara Masato, qui va décéder le 27 avril 2000. Il y aura également eu 54 autres ouvriers qui seront irradiés à des degrés plus légers. Et enfin, ce sont les 350 000 habitants des environs qui devront être évacués. L'entreprise JCO a été condamnée à une amende de 1 million de yens pour infraction aux règles de sécurité. Et 6 de ses dirigeants ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison pour ne pas avoir suffisamment formé leurs employés au risque. En conclusion, Ouchi est un homme qui a quitté ce monde de la pire des façons, dans la souffrance, dans la peur et dans l'incompréhension de ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, c'est l'un des symboles les plus connus de la peur du nucléaire, mais je pense qu'on peut aussi prendre un instant pour se souvenir de l'homme qu'il a été. Un père de famille, un homme honnête et travailleur, qui a été finalement la victime de l'appât du gain et de l'irresponsabilité de ses supérieurs. Et sur ces mots, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.